Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de Secret Invasion. Alors, j'ai décidé, vu que là on est sur l'épisode 3, désormais, les reviews vont être full spoiler. Parce que je me dis, si vous regardez des reviews pour l'épisode 3, j'imagine que soit c'est que vous regardez la série, soit c'est que vous en avez rien à faire, vous n'avez pas envie de la regarder, mais du coup vous regardez des critiques dessus. Auquel cas, pourquoi s'embêter à ne pas spoiler? Donc voilà, je préviens, ça va être full spoiler direct. Le truc avec cet épisode, alors je l'ai apprécié, je l'ai aimé, mais ça rend certains des problèmes de la série assez évidents, je trouve. Il y a quelques trucs que j'ai pas compris, d'ailleurs vous pourrez peut-être mettre en commentaire, j'en parlerai un peu après. Pourrez peut-être vraiment, je suis pas sûr d'avoir bien compris un passage de l'épisode. Et je trouve, alors encore une fois, vraiment c'est une série avec d'excellents moments, d'excellents acteurs, une bonne écriture de dialogue. Mais j'ai un petit souci avec le plot dans son ensemble, avec l'intrigue dans son ensemble. J'ai adoré Fury, le fait d'en apprendre plus sur lui et sa femme, avec tout ce que va lui dire sa femme chez eux vers le début de l'épisode, justement sur le fait, pendant 5 ans elle était en deuil, ensuite il réapparaît mais il redisparaît tout de suite, partir dans l'espace, elle se retrouve, alors du coup lui-même va questionner quelque part, alors l'allégeance entre guillemets, mais en tout cas va se poser des questions sur est-ce que sa femme a été en contact avec Gravik. On va découvrir à la fin de l'épisode qu'effectivement oui. Maintenant, je pense qu'il y a un doute de son côté à elle, mais qu'au final, elle va quand même rester du bon côté, entre guillemets, en tout cas du côté de Fury. D'autant plus que on a vu dans les trailers, de toute façon, entre autres, il y avait un plan où elle était dos à dos avec Gaïa. Elles sont dos à dos l'une de l'autre, chacune avec un sac à dos, avec un flingue et en train de se protéger l'une l'autre et de tirer. D'ailleurs, ce qui va répondre aussi à la question sur Gaïa, qui se fait tirer dessus du coup à la fin de l'épisode. Elle est pas morte. On l'a vu dans les trailers, sur d'autres plans. Elle n'est pas morte, de toute façon. Elle est sur plein d'autres images des trailers. Gaïa, je trouve toujours qu'effectivement, il y a un problème il y a un manque de charisme, en vrai. J'ai trouvé ça intéressant, la manière dont elle communique avec son père, quand elle prend par exemple l'apparence de ce vieil homme après le rendez-vous de son père avec Gravik. C'est vrai que c'est un personnage, pour le coup, qui manque un peu de charisme. Surtout que, quand on voit son père, Talos, c'est vraiment un épisode où on a pas mal d'échanges encore entre Talos et Fury, et ça fonctionne à fond. Ça fonctionne à fond. J'ai adoré, voilà, quand Talos est avec son petit déjeuner anglais, hein, et que Fury débarque, tout l'échange est génial. Et j'aime bien que Talos vraiment mette Fury le nez dans son kayak, hein, en mode loulou, déjà tu m'as parlé comme à une merde, d'où tu te permets, et t'arrives comme ça, non, tu vas me dire là que t'as besoin de moi en fait. Et ça va avec ce qui va révéler plus tard, sur le côté où effectivement ce qui a énormément aidé Fury à monter les échelons, c'était la présence, et c'est ce que je disais la dernière fois, évidemment pour un agent comme Fury, et quelque part ça explique aussi pourquoi il a toujours pas trouvé de planète pour eux, le mec on lui offre un réseau d'espions qui peuvent prendre n'importe quelle apparence. C'est le rêve de tout service d'espionnage. Ils peuvent se transformer en n'importe qui. Donc évidemment qu'il avait envie de les garder sous la main. Ça lui permettait de mieux faire son boulot, et ça lui permettait effectivement de monter les échelons. Donc il n'y a rien d'étonnant. Et en même temps, il y a ce côté allégorie justement de ceux qui réécrivent l'histoire à leur manière. Voilà, comme Talos va dire dans la voiture, au moins ne réécris pas l'histoire alors que je suis à côté de toi. Et il y a vraiment une allégorie de ce qui se passe dans le monde réel, pour le coup. Mais vraiment, je trouve qu'un des gros points forts de la série, c'est ça. C'est Fury, c'est les interactions Fury et Talos. On a un petit passage sur Olivia Colman, donc vous savez, cet agent du MI6. On la voit d'ailleurs qui a repéré
le la caméra qu'avait posé Fury sur son hibou ou sa chouette, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste. Elle l'enlève pas, j'ai l'impression. Elle met un bandeau par-dessus. Elle fait la blague de mettre un bandeau. Je pense franchement que du coup ça resservira. Je pense qu'à un moment, elle va justement faire exprès d'enlever le bandeau de l'œil, à un moment où ça lui servira que Fury puisse être témoin de quelque chose qui se passe. À mon avis, c'est un pari pas trop risqué de ce côté-là. Ça sent très fort le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, on vous présente un élément, on vous le montre bien, pour vous... en gros, ça veut dire que cet élément servira plus tard dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé l'interprétation encore du coup de Gravik, que je trouve vraiment bon comme acteur, mais on va rentrer dans les choses que je critiquerai un petit peu. Déjà son plan. Donc déclencher un conflit mondial. Ok, en soi, ça c'est logique. Ça c'est plutôt malin, c'est plutôt pas mal. On a justement dans l'échange entre Gravik et Talos qui lui dit « Ouais mais je révélerai ton plan, et du coup ça marchera pas. » Et Gravik qui dit « Non, tu sais très bien que si tu fais ça, ça voudrait dire la fin de notre espèce. » Et Talos qui lui répond « Non, non, je leur montrerai que nous on est différents, qu'on n'est pas tous pareils, machin. » Alors non, si tu révèles pour ton espèce, pour moi clairement, tous les gouvernements vont tout faire pour se débarrasser de vous, ça c'est clair et net. Mais il y a d'autres personnes qui sont au courant. Si vraiment il y a un risque de conflit mondial comme ça, il y a d'autres personnes qui peuvent en parler. Il y a Olivia Colman qui peut le révéler. Il y a Fury qui peut le révéler. On voit que même Rhodes, James Rhodes, est au courant. Donc, et on sait qu'il y a des corps qui ont été trouvés. Enfin, on en a vu plusieurs mourir, ne serait-ce que dans la série de Skrull. Donc je me dis, si au pire ça arrive vraiment à la menace d'un conflit mondial, en mode vous avez fait ça, quelqu'un peut très bien décider de montrer, voilà, c'est un Skrull, ils peuvent changer de forme. Enfin, ça me paraît simple en fait d'empêcher au final son plan de fonctionner pour le coup. Et alors un truc qui m'a dérangé aussi, c'est l'histoire avec l'amiral ou je sais pas trop de la marine. Donc j'ai dû vérifier. Alors c'est pas un des trois du début, un des trois Skrulls du début qui vont prendre d'autres apparences. Non, en fait les trois, il y en a deux qui vont aller dans le sous-marin et il y en a un qui va juste rester à la cabine de surveillance juste avant le quai avec le sous-marin. Alors celui-là je sais pas trop pourquoi. Les deux autres vont dans le sous-marin, mais il y en a un des deux, celui donc où c'est Beto en fait. Beto, je me demande, est-ce que ça serait pas un agent double? Est-ce que on découvrirait pas plus tard que ça pourrait être le fils de Fury? Mais je me dis quand même, il est apparu à un moment pratique. Il y a deux solutions. Soit il est apparu à ce moment-là au début, juste parce qu'il nous fallait un Skrull qui arrivait pour avoir l'excuse de présenter justement la base, tout ça, voilà. Il fallait y représenter un peu le public, en mode, faut lui expliquer comment fonctionne New Skrullos, et ainsi de suite. C'est une possibilité. Mais il arrive justement pile au bon moment. À peu près au moment du retour de Fury sur Terre. Est-ce que ça pourrait pas être le fils de Fury? Alors, parce que Gravik a ce côté un peu fils... comment dire, fils par la force des choses. Il y a ce côté un peu... Je pense que ça va être développé, qui a un peu ce rapport-là, parce que on sait que Fury l'a connu quand il était très jeune, depuis 95, et 95 ou 97. Et je pense qu'il y a un lien entre eux qui va être développé, et que c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi en colère, sur le fait que Fury n'ait pas tenu sa promesse. Mais du coup, Beto, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche là-dessus? Mais j'en reviens du coup à mon problème. L'amiral, donc ils vont chez lui, pour choper les codes, pour empêcher le lancement du missile. D'une, on nous explique jamais vraiment qui est dans le milieu de l'avion. C'est l'UN-1 ou je sais pas quoi. Ok, d'accord. Il y a qui dans l'avion? Pourquoi ça va provoquer une crise?
C'est des gens de l'UN, enfin, du coup, l'UN en anglais, c'est l'ONU, en fait. Du coup, c'est quoi? C'est des gens de l'ONU? C'est qui de l'ONU? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet avion que vous voulez abattre? Précise un peu. Et donc, ils vont chez lui. Ok, bon, la scène en elle-même est plutôt cool. Surtout qu'avant, il y a la scène en voiture, justement, qui est en plus assez drôle. Et j'aime bien dans cette série le fait que voilà, on ait de l'humour, mais que ce soit parce que les personnages sont comme ça, mettent de l'humour un peu dans leur discussion. Mais c'est pas un humour bébête, en mode ah, vous avez vu, je suis un crétin. Hein. Non, voilà, ça change un peu pour le MCU. Mais, du coup, ils vont chez l'amiral. D'une, ils arrivent donc à le faire chanter en menaçant son fils. Mais du coup, quoi? Je veux dire, est-ce qu'il est là depuis très longtemps et genre lui, il est là en famille avec sa femme, sa vraie femme Skrull et leur vrai fils Skrull? Ou est-ce qu'il a pris la place de l'amiral et là c'est le fils humain? Mais du coup, qu'est-ce qu'il en a à foutre si l'autre le tue? Ou alors il s'y serait attaché? Mais donc là, faut nous le faire comprendre. J'ai pas compris ce moment-là en fait. J'ai vraiment pas compris. Puisque le fils, à aucun moment, on le voit. On sait si c'est un Skrull ou pas. Du coup, je comprends pas ce passage en fait. Parce que si c'est un humain, si c'est vraiment le fils de l'amiral, je dis amiral, je me trompe peut-être sur le grade, hein, je me souviens plus. Mais si c'est vraiment son fils, pourquoi l'autre en a quelque chose à foutre? Leur but c'est que les humains s'entretuent. Ou alors c'est vraiment un Skrull aussi son fils, mais dans ce cas faites-le nous comprendre. Faites qu'il reprenne son apparence à un moment devant Talos, après, ou quelque chose. Puis bon, ça me fait rire du coup, parce que ça me fait rire. Ça veut dire qu'en fait, du coup, ils ont tué son père, et on revoit pas le fils parce que c'est censé être les gentils, Talos et Fury. Mais du coup, ils ont tué son père. En plus, il tue son père parce qu'à un moment, il ose mal parler de sa fille. Mais du coup, et on voit que ça faut pas l'emmerder avec sa fille, Talos. On va en reparler plus tard d'ailleurs avec l'histoire des Super Skrulls. Mais, il parle mal de sa fille, il le bute, mais on revoit pas le fils après. En mode, ils sont passés devant. Il dit, oh, au fait, ton père va pas le voir. Enfin, du coup, parce qu'ils auraient eu l'air d'être les vilains. Et j'ai un deuxième problème avec tout ça. Le mot de passe du mec, c'est Zachary. Pour empêcher une attaque de missile sur un avion, son mot de passe, c'est Zachary. C'est pas le mot de passe de sa boîte mail, hein. C'est pas le mot de passe de son compte Amazon ou de son compte Netflix. On parle d'un mot de passe militaire, d'un amiral, pour commander une frappe par missile d'un sous-marin. Je suis pas militaire, je suis pas spécialiste. Je peux vous assurer qu'aucun amiral n'a comme mot de passe le prénom de son fils. S'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, vous me confirmerez ou pas, mais pour moi, ces genres de mots de passe-là, c'est des mots de passe en mode combinaison de lettres et de chiffres assez complexes. Tu mets pas ta date de naissance ou le prénom de ton fils. Non, non. Quand j'ai entendu que son mot de passe pour empêcher des lancements de missiles, c'était Zachary, j'étais en mode what the fuck. Vous vous foutez de ma gueule. Par contre, vous vous foutez de ma gueule. Je suis désolé. Et pour ça, quand je comparais au début la série avec Andor, je l'avais dit, hein, c'est dans l'esprit, c'est par rapport à certaines choses, par rapport à ce que ça peut représenter au sein de sa franchise. On est très loin au niveau qualité. On est très très loin au niveau qualité. Et je continue à apprécier Secret Invasion, attention. Je trouve qu'il y a vraiment des très bons moments. Il y a vraiment des très bons moments. Mais, on n'est pas au même level. Clairement pas. Parlons de Super Skrull. Donc, on a le rendez-vous entre Talos et Gravik dans ce musée, c'est assez intéressant. Et encore une fois, j'ai pas dit au fait, mais comme d'habitude, voilà, là c'est une petite review. On reviendra évidemment sur l'épisode vendredi à 18h30 en direct. Du coup, le but c'est d'en discuter avec vous. On reviendra beaucoup plus en détail sur l'épisode avec toutes les captures d'écran. Du coup, on parlera de tout l'épisode dans son entièreté. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez les petites notifications, comme ça vous serez au courant. Voilà, il y a beaucoup de live, de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça aide évidemment toujours énormément. Et donc, Super Skrull, donc rendez-vous dans le musée. Ce tableau qui représente les dirigeants après la Première Guerre mondiale. Je crois que le tableau a été peint 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, un truc dans le genre, si
je me rappelle bien. C'est dans un musée, à Londres. Et j'ai bien aimé la scène, vraiment. Du coup, Gravik vraiment et Talos sont des excellents acteurs, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc c'est à ce moment où Talos, donc pareil, Gravik parle mal de sa fille, il faut pas mal parler de la fille de Talos. Et donc Gravik direct le plan. Alors déjà il y a le moment avant où du coup il va l'étrangler à moitié. Mais non, c'est le même moment, c'est le même moment. Donc il lui plante le couteau dans la main. Et on voit qu'il est limite en sourire en plus Gravik quand l'autre le fait. Et ensuite le chope par la tête en mode catch, position prise du sommeil. On voit là tout le monde qui se lève et qui se transforme en Gravik. Ça montre bien à quel point voilà, le mec prépare toujours le terrain, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais du coup, quand Gravik s'en va, quand Talos s'en va, on va se rendre compte que Gravik, en fait, a déjà Extremis. On le voit, la façon dont sa main devient rouge et dont il se guérit, ça c'est l'effet d'Extremis. Donc est-ce que pour l'instant, du coup je pense pas, on pourrait se demander est-ce que pour l'instant il a que Extremis? Non, je pense que du coup il a tout. Il a du coup... Alors faut savoir que dans les comics, normalement le Super Skrull a les pouvoirs des 4 Fantastiques, donc la force de la chose peut devenir invisible comme Miss Fantastique, peut s'allonger comme Reed Richards et peut se transformer peut créer de la flamme comme Johnny Storm et Susan Storm que je cherchais avant. Là ils ont cherché un peu en équivalent, du coup il a Extremis qui est un peu le côté flamme, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où ils peuvent, on l'avait vu, où ils prennent en chaleur tout ça, ceux qui ont Extremis, mais du coup ça rajoute l'auto-guérison. Il peut s'allonger par le biais de Groot. On a vu dans le trailer justement ce moment où il allonge son bras en forme de racine. Il a la force par la bête des glaces et par Obsidian. Du coup la main qu'ils avaient retrouvée après Infinity War. Je trouve ça plutôt malin comme manière de le faire, pour le coup, avec des éléments qui existent déjà dans le MCU, sachant qu'évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de 4 fantastiques dans le MCU, donc il fallait bien le faire d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, non, je trouve ça plutôt pas mal. Je me demande vraiment comment le côté des gentils va pouvoir l'emporter, du coup, parce que si les Skrulls ont ces pouvoirs-là, sans faire venir des super-héros, ça va être compliqué. Vraiment, je me demande comment va être la conclusion de la série. Et c'est vraiment quelque chose qui va être décidé de mon avis global sur la série. C'est, voilà, évidemment, comment, surtout dans ce genre de programme, un peu thriller, agent secret et tout ça, c'est vraiment, est-ce que ça retombe sur ses pattes? Est-ce que la conclusion est satisfaisante? Mais du coup, ouais, j'ai vraiment aimé l'épisode pour ces moments, mais j'ai quand même des soucis, des questions que je me pose de plus en plus. Et certaines questions que je me suis posées dans l'épisode en mode, là, pas sûr de comprendre. Alors on voit du coup que Gravik, on a la confirmation qui soupçonnait la fille de Talos depuis un moment, Gaïa. Il la confronte, il arrive à prouver qu'elle l'a trahi du coup par le biais justement qu'elle ait vendu cette information sur l'avion. On voit que de toute façon c'était un coup monté pour pouvoir vérifier ça. Pareil, je sais pas à quel point Gravik est au courant de tout ou pas. C'est un peu flou de ce côté-là. Il y a pas mal de choses pour lesquelles, vraiment, encore une fois, pour que je puisse juger est-ce que c'est réussi ou pas, faut que j'attende de voir, du coup. Soit c'est un problème, soit ça sera justifié. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc ouais, à voir ce que ça va donner au final. En tout cas, voilà en gros. Encore une fois, on en parlera vraiment en détail vendredi, du coup, de cet épisode. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.